Eh bien bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons venir résumer le troisième cours magistral de personnalité. Et je ferai aussi une seconde vidéo pour venir résumer entre guillemets le quatrième cours magistral de personnalité, peut-être demain. Mais bon, le quatrième cours magistral, vu le contenu de ce cours, ça va être un peu compliqué de le mettre sur YouTube, au sens où il y a certains mots qu'il ne faut pas trop dire dans YouTube. Bref, on commence tout de suite. On se concentre sur le résumé du troisième cours magistral. Alors, avant de nous pencher sur les déterminants de la personnalité, nous allons revenir en détail sur les échelles de validité de la MPPI et ce qu'elles nous permettent de savoir. Donc la MPPI, je vous rappelle, c'est le questionnaire où il y a 567 items pour savoir, euh, avec différents échelles cliniques qui permettent de savoir quel, euh, quel trouble on pourrait avoir suivant en fait nos réponses, si on répond ou non par rapport à la majorité. Donc les vrais faux. Alors du coup, il y a une échelle point d'interrogation qui consiste à compter le nombre de points d'interrogation dans l'inventaire. Donc point d'interrogation, c'est quand on ne répond pas au vrai faux. De temps en temps, on peut exceptionnellement mettre le point d'interrogation quand on n'a pas trop d'avis, on ne peut pas mettre le vrai faux. Et en fait, le problème, c'est qu'un nombre trop conséquent de cette réponse, donc c'est un peu l'équivalent de je ne sais pas, entraîne une invalidité du test. En effet, le score risque de devenir artificiellement bas et ainsi rendre invalide l'interprétation des scores. Par exemple, si sur l'échec clinique de la dépression, il y a 50 items, parmi eux, vous en mettez 30, je ne sais pas, dans tous les cas, vous n'allez pas avoir un score de dépression très élevé, donc au maximum 20 sur 50. Donc ça va être artificiellement bas, alors qu'en réalité, euh, si on aurait moins, si le sujet aurait moins aurait moins choisi le point d'invocation, peut-être que le score a été plus élevé, et voilà, en fait, c'est juste que c'est plus vraiment 20 sur 50, mais plus 20 sur 20, par exemple, et du coup, c'est plus vraiment, c'est plus vraiment interprétable, finalement. Trop de points d'invocation, c'est plus interprétable. Alors du coup, ensuite, on a une échelle like qui consiste en 15 items un peu détecteurs de mensonges. Ces items très socialement désirables permettent de mesurer l'honnêteté du sujet. Donc en gros, ce sont des items qu'en réalité les gens font très peu. Par exemple, je sais pas, dès que je rentre chez moi, j'enlève tout de suite mes chaussures. Ça, c'est socialement très désirable. Ou avant de manger, même seul, je prépare toujours la table correctement. Enfin, des choses comme ça. Et finalement, c'est très rare que une personne fasse toujours ces comportements socialement très désirables, donc contenus dans ces items, ce qui fait que euh, on va pouvoir détecter en fait une majorité, enfin la majorité honnête ce qu'elle va répondre. Et donc si une personne euh, essaye de mentir un peu, de cacher, enfin de mentir dans le test pour différentes raisons, eh ben ils vont tendance à aller à pas aller dans le sens de l'honnêteté pour ces items, et donc aller dans le sens de la malhonnêteté entre guillemets. Et ce qui fait que voilà, on peut un peu détecter en fait qu'en fait ils ont menti à ces 15 items, et du coup bah c'est probable qu'en fait ils aient menti ou plutôt un peu triché entre guillemets au plus de 500 autres items. Donc c'est un petit peu pour voir si la personne est honnête ou si elle fait le test sérieusement. Voilà. Et la troisième échelle de validité, c'est l'échelle frequency, avec un ensemble de 30 items inclus dans d'autres échelles cliniques. Donc par exemple, on peut avoir un item qui traite à la fois, qui sert à la fois pour la frequency, donc l'échelle fréquence, et en même temps pour l'échelle de dépression. Hop, alors du coup, dans ces items, une réponse est très faiblement répondue par la majorité saine. Ainsi, si le sujet répond en s'éloignant de la majorité pour différentes échelles cliniques, on peut penser à une certaine incohérence de ses réponses. En fait, si dans toutes les échelles cliniques, il s'éloigne de la majorité saine, ça devient incohérent parce que en gros, ça tendrait à lui donner en fait plusieurs troubles cliniques. Donc, par exemple, si à chaque fois il répond loin de la majorité, que ce soit pour les échelles cliniques de la dépression, les échecs cliniques de l'hypocondrie ou encore les échecs cliniques de la schizophrénie, c'est quand même pas très cohérent qu'il ait les. Ça serait bien étonnant qu'il ait les trois à la fois, quoi. Bon, après, on explique trois raisons à cette incohérence, en fait. Donc, par rapport aux réponses, si on s'éloigne
tous les échecs cliniques de la majorité saine. Donc soit on répond au hasard, soit on n'a pas compris, genre je sais pas, le sujet ne sait pas bien lire, ou tout simplement il se fait passer délibérément pour très mauvais. Donc là c'était avec l'exemple du P4 pour éviter le service militaire. Donc P4 c'est un état psychiatrique comme quoi on peut pas faire le service militaire. Voilà. Donc en gros c'est passé pour un fou pour faire le service militaire. Sauf que la petite échelle fréquence 6 c'est quand quand un peu tu fais semblant d'être dans. Quand c'est, enfin, permet de détecter une incohérence, quoi. Une incohérence comme quoi, oula, t'aurais tout et à la fois, c'est peu, c'est peu probable, quoi. Alors, ces échelles, pardon, sont efficaces, mais existent dans peu de tests. Mais deux mots, je sais pas pourquoi j'écris ça, j'écris des conneries. Du coup, mais existent dans peu de tests. Alors, dans le néo-pire, par exemple, on pense que demander au sujet d'être honnête suffirait. Bon, arrêtez, enfin, ça dépend du contexte finalement, on va le voir tout de suite. Le test de personnalité le plus utilisé est le MBTI. Ce test est interdit d'utilisation pour l'embauche et sert à mesurer la personnalité normale. Donc, autrement dit, elle ne permet pas de détecter si une personne est en dépression, par exemple, notamment à l'échelle de la BDI, par exemple. Et il faut être formé spécifiquement à ce test pour pouvoir faire des passations, et celui-ci n'est utilisé que dans des buts de développement personnel. Donc, autrement dit, euh, dans le développement personnel, par exemple, dans un bilan de compétences, par exemple, ça servirait en fait à rien de tricher dans ce cas-là. Donc le MBTI, déjà il faut être formé, donc pas tout le monde peut le passer. Et en plus, c'est uniquement dans un contexte en fait où l'honnêteté est favorable en fait, où ça sert à rien d'être dans la triche, dans le mensonge, tout ça. Du coup là on va passer à la deuxième partie après être revenu sur les échelles de validité. Et donc on va s'intéresser aux déterminants de la personnalité. Alors on ne peut pas savoir les déterminants de la personnalité d'un seul individu en détail, cependant, on peut avoir des idées sur l'humain en général. Du coup, on a deux familles de déterminants, l'inné versus l'acquis. Alors l'inné, c'est ce qui est requiert de notre génétique et de notre biologie, alors que l'acquis consiste en une évolution de notre personnalité par notre environnement, au sens très large, ça peut être l'alimentation, l'école, la famille, les amis, etc., etc. C'est tout en fait ce qui nous entoure. Conditions de vie, niveau socio-culturel. Alors, ah oui, du coup, oui, le sujet des déterminants de personnalité est un peu sensible car celui-ci ajoute à la science une part d'idéologie, et on sait que mélanger l'idéologie à la science, c'est pas une très bonne idée. Certains scientifiques du XXe siècle pensaient que tout était d'origine génétique, par conséquent, certains individus étaient génétiquement supérieurs aux autres, et donc là, ça fait l'idée de tester et d'essayer de prouver en fait que certains êtres seraient supérieurs à d'autres. Et là, on rentre dans le racisme. Et donc, du coup, désolé YouTube, c'est pas du tout ce que je pense, hein, c'est vraiment le cours. J'ai pas envie de me faire strike, hein, donc, du coup, c'est vraiment des expériences qui ont été faites pour essayer de prouver que, en fait, il y aurait des différences entre les individus, génétiquement parlant. Par exemple, avec le QI. Après, ça, c'est plus aux États-Unis parce qu'en France, vu les lois sur l'ethnie, c'est interdit, on n'a pas le droit de comparer différentes ethnies entre elles. Et du coup, le pire, c'est qu'ils ont vraiment trouvé des différences significatives de QI. Donc par exemple, pour des Afro-Américains avec des Caucasiens, comme diraient certains, et ben, ils ont trouvé dans le XXe siècle, du coup, des différences significatives de QI. Voilà, c'est ça le pire. Mais heureusement, cette idée de supériorité de certains par rapport aux autres, qui serait irrévocable, a été contredite par des sociologues et psychologues. La différence de QI était surtout due à une différence des conditions de vie. Car si on compare des ethnies avec le même confort socioculturel, alors il n'y a plus de différence significative. Autrement dit, afro-américain et caucasien riche, il n'y a plus de différence significative de QI. Alors que c'est sûr que caucasien riche et afro-américain pauvre, ah bah là, il va y avoir une différence significative de QI. Donc ça montre déjà là une part importante de l'environnement aussi euh, qui joue dans nos capacités. Donc là, c'est le QI, pas la personnalité, mais rien que dans le QI, ça joue
les conditions socio-économiques, voilà, voilà, ouais, voilà, tout ce qui est social, professionnel, culturel, bref, niveau de vie, quoi. Alors, cette contradiction permet d'éviter certaines idées très néfastes issues du tout génétique, comme le racisme ou encore des idées d'eugénisme. L'eugénisme, voilà, vous savez, c'est la sélection des meilleurs gènes pour les meilleurs humains. Voilà, l'eugénisme, c'est un truc bah, qui manque très clairement d'éthique, quoi. Donc, d'autres scientifiques ont donc pensé que tout était indépendant de nos gènes, purement de l'acquis. Donc, autrement dit, là, ils ont pensé le contraire. Euh, les gènes, ça joue en rien euh, dans nos capacités, c'est uniquement l'acquis qui fait qui joue dans nos compétences, par exemple. Nos compétences et notre état. Donc là, on parle pas que la personnalité, on est dans un champ encore plus large. Alors simplement, cette idée est aussi fausse car tout le monde n'est pas capable de tout faire. Il y a des différences interindividuelles, en partie génétiques. Donc là, on a l'exemple des performances sportives où tout le monde ne peut pas avoir le même niveau en sport, même si deux personnes s'entraînent à la même fréquence. Il peut y avoir des talents, des personnes qui sont juste meilleures que d'autres, peu importe, même si l'environnement est commun, il peut y avoir une différence génétique qui fait qu'un sportif peut être meilleur qu'un autre, malgré un entraînement commun. Alors la personnalité entre deux personnes ne dépend pas non plus exclusivement de l'acquis, cependant un travail sur soi est toujours possible sans pour autant faire taire sa nature profonde. Donc là l'idée c'est juste que c'est pas que de l'acquis, c'est pas que de l'inné, finalement il semblerait que ce soit un peu des deux. On a une sorte de nature profonde de notre expression de la personnalité, mais on peut travailler un peu sur soi, voilà, tout simplement pour un peu réguler certains défauts de notre personnalité. Bon après, enfin, la prof est revenue sur un rappel de la génétique, où elle a parlé des chromosomes, ovocytes et tout le bazar. Franchement, je n'estime pas que ce soit nécessaire vu des cours qu'on a déjà eu. Enfin bref, je vais pas trop parler de la génétique, c'est pas ça le plus... C'est des banalités en fait pour moi. Et par contre, ce qui était étonnant, c'était la probabilité qu'un autre humain ait le même ADN que nous à 100%. Il est de 1 sur 7 fois 10 puissance 13, donc c'est en gros 1 sur 7 billions, c'est ça, 7 billions. Donc en fait, c'est 1 sur 7000 milliards, quoi. Donc autrement dit, on a très peu de chances qu'un même individu ait exactement le même ADN que nous. Donc c'est une chance sur 7000 milliards. Voilà. 10 puissance 13, il me semble que c'est ça, ou 70 000 milliards. Bref, vous voyez environ l'ordre de grandeur. Pour excepté pour les jumeaux monozygotes, où là, euh, bah, ils ont 100% d'ADN en commun, les jumeaux monozygotes, on en revient tout de suite. Enfin, on reviendra plus tard pour parler de cette utilité d'avoir 100% d'ADN en commun pour l'étude de la personnalité et puis pour la science tout simplement. Alors que les frères et sœurs, ils ont même 50% d'ADN en commun, mais encore une fois, c'est une moyenne parce qu'il y a la loi normale, donc ça se peut que certains frères et sœurs, donc 35% et d'autres 65%. Alors là, on a aussi parlé des rats de Trio, pour montrer en fait que la génétique peut jouer dans des performances. Voilà. Donc, par exemple, même la personnalité finalement, quand tu as un score dans une dimension, bah, c'est pas vraiment de performance, mais c'est un score, on voit un peu l'idée quoi. Du coup, avec les rats de Trio, par reproduction, il a eu la capacité de créer deux lignes de rats qui se différaient uniquement sur un point, les performances dans un labyrinthe. Donc autrement dit, il prenait des rats, première fois qu'ils font le labyrinthe, il les trie, les bons, les mauvais, il fait reproduire les bons ensemble, les mauvais ensemble. Hop, ça fait une seconde génération. Ils font le labyrinthe, que les bons, que les mauvais. Hop, reproduction que des bons, reproduction que des mauvais. Ainsi de suite jusqu'à la septième génération. Où là, juste génétiquement, du coup, il n'y a que la génétique qui a joué, pas l'environnement. On a du coup réussi à créer deux lignées qui étaient qui étaient différents sur ce point de performance dans le labyrinthe. Alors cependant, c'était pas généralisable parce que même un labyrinthe aquatique, là, les performances entre les deux groupes de rats, donc entre les rats mauvais et bons, entre guillemets, redevenaient environ semblables.
Donc c'est pour l'idée que oui, la génétique peut jouer dans certaines performances, mais c'est pas généralisable. Et tu vois, c'est pas parce que t'es bon quelque part que t'es bon partout, c'est un peu ça l'idée. Et, et puis voilà, il n'y a pas que ça qui joue, il n'y a pas que la génétique. Alors du coup, oui, les études autour des gènes sont contraignantes, voilà, parce que ça demande de faire plusieurs générations de rats pour voir un petit peu les pourcentages compliqués, oui, parce que ça demande pas mal de temps, d'organisation, et pas éthique, en tout cas pour l'humain. Pour le rat, il semble que ce soit éthique, mais pour l'humain, c'est pas très éthique de faire du tri d'humains. Hop, cet humain-là va se reproduire avec l'autre pour avoir euh, bah, un groupe d'humains mauvais à une performance et un groupe d'humains bon à une autre. Voilà, là, c'est un mot d'éthique. Ah, on va pas forcer les humains à se reproduire. Pas très éthique tout ça. Alors du coup, là, on avait un tout petit peu parlé de la biologie qui joue dans la personnalité, parce qu'en effet, certaines hormones et ou neuromédiateurs peuvent modifier nos comportements et donc notre personnalité. Je rappelle, la personnalité, ce sont nos comportements qui sont tout simplement récurrents et puis stables au cours du temps. Voilà, tout simplement. Et donc en fait, certaines hormones neuromédiateurs, donc là on peut penser certaines substances qui sont dans certains médicaments, par exemple les antidépresseurs, des choses comme ça, bah, il y a des molécules qui vont potentiellement modifier nos comportements et donc notre personnalité. Puis il y avait aussi l'exemple de la thyroïde, où parfois une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, ça pouvait euh, donner des symptômes, enfin pas vraiment des symptômes, mais ça pouvait donner une apparence proche de la dépression ou de la bipolarité, enfin du moins de la phase maniaque de la bipolarité. Et du coup, c'était important à vérifier en fait juste si la thyroïde est bien fonctionnelle, parce que si c'est juste un problème d'hormones et pas vraiment un problème psychologique, donc dépression ou bipolarité, bah, ça sert à rien de donner certains traitements pardon, sont donc pas inutiles. Là, on voit bien que la biologie peut bah, voilà, jouer sur nos comportements et donc notre personnalité. Alors du coup, là, on va parler du coup de la méthode des jumeaux, qui est utilisée pour connaître la part de génétique de notre personnalité. Alors cette méthode du jumeau, elle consiste à comparer la personnalité de jumeaux monozygotes et de jumeaux dizygotes. Alors je rappelle, des jumeaux monozygotes, c'est ceux qui ont 100% d'ADN en commun, alors que dizygote, c'est juste la mère qui a fait 2 ovules et 2 spermatozoïdes ont gagné en fait. C'est un spermatozoïde par ovule. Et du coup là, ils ont que, comme des frères et sœurs, ils ont en moyenne que 50% d'ADN en commun. Alors que monozygote, c'est 2 spermatozoïdes, il me semble. C'est 2 spermatozoïdes dans un ovule. Bref, vous voyez si c'est un seul ovule pour monozygote et dizygote, c'est 2 ovules. Donc du coup, la seule différence entre les deux est le pourcentage de gènes en commun, donc 50 versus 100%. Donc 100% pour le monozygote, 50% pour le dizygote. Et ça va permettre de faire un calcul d'héritabilité. Ce calcul d'héritabilité, ça va permettre de savoir la part de génétique qui est responsable par exemple d'un trait, qu'il soit pathologique ou normal. Et du coup, on fait d'abord une corrélation en utilisant chaque paire de jumeaux comme une donnée. Et là, bim, surprise, easier surprise. Voilà. Si vous ne savez pas faire une corrélation sur easier, et ben maintenant, vous allez pouvoir le faire. C'est la surprise du jour. Alors du coup, j'ai même créé un échantillon de toutes pièces juste pour vous montrer du coup comment on utilise faire une corrélation sur easier pour ceux qui ont du mal. C'est pour vous montrer en fait que même nous, en tant que lecteurs en psychologie, on peut appliquer la méthode qu'ils font. La méthode des jumeaux, on peut nous aussi la faire. Il faut juste trouver de vraies données. Et du coup là, ce que je vais faire, c'est juste, je vais importer mes données imaginaires que j'ai créées de toutes pièces. Voilà. Donc trou, et voilà, ça c'est les banalités, on clique sur OK, voilà. Donc là, en gros, ici, on a des données pour le premier jumeau, par exemple, sur un trait de personnalité. On peut par exemple, du coup, c'était l'agréabilité que j'avais pris par exemple. Donc on note, enfin, on trouve un score pour le premier jumeau, un score d'agréabilité, par exemple, sur 100 points. Et ensuite, on fait de même pour le jumeau 2, et puis on observe la corrélation. La corrélation, comment on fait une corrélation? Vous allez voir tout de suite. Vous allez voir les étapes tranquillou bilou.
vous allez voir que c'est pas compliqué de faire une corrélation sur Easier. Après, il faut déjà avoir téléchargé Easier, enfin, les packages et tout, pas ça. Alors, sélectionne que test paramétrique et que données complètes. Et là voilà, si vous avez installé Pandox, ça va vous mettre une jolie petite image sur internet. Problème, je ne suis pas connecté à internet. Ah bah ça marche même sans internet, ah, c'est tant mieux. Et du coup voilà, c'est pour vous montrer, j'ai fait du coup l'exemple avec la créabilité en faisant des données inventées de toutes parts, de toutes pièces. Du coup avec les données que j'ai faites, et ben là par exemple j'obtiens une corrélation de 0,675, donc une très forte corrélation, beaucoup plus que celle que on voit dans les études justement traitent de ce sujet-là. Et d'ailleurs, si vous êtes bon en stats, et ben je vous mets au défi de comprendre comment j'ai fait pour faire ces deux. Vous voyez les points, ça fait deux lignes parallèles. Si vous trouvez comment j'ai fait ça, bah vous êtes vraiment des bestes, hein. Vous avez tout compris des corrélations. Voilà. Bon, du coup, voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc là, avec mes données, je trouve une corrélation de 0,675. Voilà, avec un P. Voilà, un P très faible du coup. C'est très peu probable que ce soit dû au hasard. Bah, effectivement, j'ai fait exprès que ça fasse ces deux lignes parallèles. Bon, bref, c'était du coup la petite démonstration de comment on fait une corrélation sur Easier. Alors du coup, là on prend de vraies données. Pour la dimension de névrosisme, on avait du coup un R pour les monozygotes de 0,46 et pour les dizygotes de 0,20. Rappelle-moi, dans mon exemple complètement inventé, j'étais à 0,675. Voilà. Du coup, pour faire ce petit calcul d'héritabilité, là on voit qu'il y a 0,26 de différence entre le monozygote et le dizygote. Cependant, il y a 50% de partage de gènes qui est différencié. Vous savez, 50% pour les dizygotes, 100% pour les monozygotes, donc il y a 50% d'écart. C'est pourquoi on doit multiplier par 2, pour passer de 50 à 100%, pour trouver la part génétique. Donc la part de génétique dans l'exemple là de la dimension du névrosisme. Donc là, on fait du coup 0,26 fois 2, donc on obtient 0,52, donc on a une part génétique de 52% pour le névrosisme. Autrement dit, 52% de notre névrosisme est dû à notre génétique. Et puis voilà, en fait, c'est aux alentours de 50% et c'est environ idem pour les autres dimensions. Donc je rappelle, hein, créabilité, conscienciosité, ouverture et extraversion. Donc là, on comprend que 50% de notre personnalité est due à notre génétique. Et bien ça, ce que ça veut dire, c'est que les 50% restants sont donc pour l'environnement. Parce qu'il y a toujours inné versus acquis, génétique versus environnement au sens très large. Après, oui, j'avais fait une petite blague avec l'astrologie, parce que c'est vrai que l'astrologie, pour ceux qui y croient, bah, c'est ni inné ni acquis finalement. L'astrologie, ça appartient à aucune de ces deux dimensions, c'est vrai. Mais bon, déjà, faudrait prouver que la position des planètes a un impact sur notre personnalité. Alors cependant, l'acquis possède deux parties, donc l'environnement, en fait, il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement partagé et l'environnement non partagé. Et puis là, je vous renvoie à une petite formule qu'on avait faite, c'est tout simplement la personnalité qui est égale au A carré, donc le A carré c'est pour la génétique, C carré c'est l'environnement partagé, et le E carré c'est l'environnement partagé. Donc ça c'est un premier modèle qui explique comment est construit notre personnalité. Alors après, il y a encore eu d'autres études, et parmi l'environnement, c'est uniquement la part d'environnement non partagé qui va différencier les frères et sœurs dans leur personnalité. Donc autrement dit, la seule différence qu'il y a entre les frères et sœurs dans la personnalité, c'est juste ce qu'ils n'ont pas en commun. Donc par exemple, ils ont des amis différents, ils vivent dans deux milieux différents, par exemple. Et ben là, c'est la seule chose qui va différencier la personnalité. Le environnement commun, par exemple, ils se nourrissent des mêmes aliments. Par exemple, ils sont dans la même famille, donc ils mangent la même chose. Ben ça va pas jouer euh, dans, euh, dans leur personnalité, en fait, dans leur différenciation. Alors ainsi, l'environnement partagé ne jouerait pas dans la
personnalité. Donc, je rappelle, l'environnement partagé, du coup, c'est le petit c carré. Et la personnalité serait donc sous la responsabilité de la génétique et de l'environnement non partagé, à hauteur de 50% chacun. Donc ta personnalité, c'est moitié ta génétique, moitié due à l'environnement non partagé. Donc là, on est bien avec un modèle additif, vu qu'il n'y a que des plus, voilà. Et il a été jugé comme trop simpliste. Parce qu'en fait, la part de génétique responsable de la personnalité, donc là on avait mis 50% environ génétique, et ben elle dépend tout simplement des pratiques parentales. Donc elle peut varier de 35 à 76%. Donc en fait, la génétique va beaucoup plus jouer dans un très bon environnement parental où l'enfant donc peut se tourner vers l'extérieur. Au contraire, un environnement parental destructeur, l'enfant va se tourner davantage vers l'environnement externe et donc la part génétique va par conséquent diminuer. Voilà. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est que les deux facteurs, environnement non partagé et la génétique, sont en fait en interaction, mais pas en addition. En effet, en prenant les rats de Trion ou Tryon, je sais pas comment on dit son nom, l'environnement des rats joue aussi sur la réussite et est donc en interaction avec la génétique. Et donc là, un petit paint pour vous montrer, nous avez fait un petit, la prof nous avait fait un petit schéma sur le tableau qui ressemblait globalement à ça. Donc autrement dit, donc là on a les rats qui ont une génétique, disons, qui les conduisent à avoir une mauvaise performance, et donc là une génétique qui les conduit à avoir une bonne performance. Et ben ça dépend, enfin leur performance dépend aussi de l'environnement. Donc, quelle que soit la génétique du rat, il aura de faibles performances si dans un environnement pauvre. Dans un environnement correct, là on va observer les différences liées à la génétique. Cependant, si tous les rats sont dans d'excellentes conditions, donc là elle fait une allusion au Club Med, et bien qu'on ait une bonne ou une mauvaise génétique, les deux groupes de rats vont en fait avoir de bonnes performances. Donc là c'est vraiment l'idée d'interaction, et c'est pas juste superposer génétique et environnement. Voilà. Donc ça fait un peu une forme d'œil. C'était juste ça. Ah, et puis un dernier petit truc, c'est une corrélation hérédité-milieu qui existe au sens où, selon notre génétique, nous n'allons pas aller dans les mêmes milieux. On rentre alors dans une sorte de cercle où la génétique va favoriser un milieu dans lequel il peut s'exprimer pleinement. Donc là, l'exemple de l'extraversion, c'est que tu vas chercher un milieu dans lequel l'extraversion peut parfaitement s'exprimer. Par exemple, dans l'extraversion, on a la recherche de sensations, qui est un trait de la dimension d'extraversion. Donc par exemple, si l'extraversion génétiquement, ça va te pousser par exemple à avoir des sensations fortes, donc par exemple à aller faire des montagnes russes, du saut parachute, des choses comme ça, et ben là, le gène va pouvoir encore plus s'exprimer, et ça va encore plus affirmer ce trait d'extraversion, enfin cette dimension d'extraversion. En fait, là, c'est un peu la génétique qui utilise l'environnement pour pouvoir s'épanouir. Et donc là, c'est la petite conclusion. Voilà, la suite, ça sera pour une prochaine vidéo qui sera un peu plus courte. Donc finalement, la personnalité dépend bien de notre génétique et de notre environnement non partagé, à l'exception d'un environnement partagé extrême. Donc là, oui, c'était juste dit au tout début du 4e cours magistral, c'est dans un environnement partagé extrême, par exemple les enfants victimes de maltraitance ou de négligence. Là, ce côté environnement partagé va jouer dans leur personnalité. Donc, il va y avoir un pourcentage dédié au petit C carré, donc du modèle additif là. Et donc le taux de responsabilité de chacun de ces déterminants dépend des pratiques parentales et des conditions de vie. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.